bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un débat qui me préoccupe beaucoup, et ça depuis plusieurs années. Mais je veux mentionner d'entrée de jeu que des propos, de la matière, des arguments qui sont pas seulement à moi. C'est des débats qu'on a eus à l'école d'innovation sociale, Elisabeth Bruyère, avec tous les collègues, depuis maintenant 5 ans que ça roule, cette équipe. Ça fait 5 ans justement qu'on se demande comment réinventer l'innovation sociale, comment faire face aux transitions systémiques, comment inspirer nos étudiants et étudiantes à aller faire des innovations qui touchent aux racines des problèmes sociaux, qui touchent à des questions de transition systémique. Et c'est là tout disons, le nœud du propos. Quand on parle de l'innovation sociale émancipatrice, ce qu'on veut dire ici, c'est vraiment comment on fait pour provoquer la transition socio-écologique. Donc, le principal défi qu'on a aujourd'hui, mais c'est ça, c'est faire face à des problèmes sociaux qui vont au-delà de réguler ou de rééquilibrer un système. C'est plutôt de trouver des façons de repenser et de se concerter pour provoquer une transition qui est systémique. Donc, comment aujourd'hui je veux aborder cette proposition théorique-là? C'est d'abord de vous présenter qu'est-ce qu'on a conçu, qu'est-ce qu'on a pensé qui était une lacune importante du crise. Puis je pense que le crise est rendu là aujourd'hui de questionner ça. C'est un peu moins le cas il y a 5 ans, je pense. En deuxième lieu, je vais vous partager comment on pense que des approches théoriques critiques, la grande théorie, peut nous amener à nourrir une nouvelle approche de l'innovation sociale pour penser les transitions systémiques. Puis ensuite, comment on peut déployer ça théoriquement, premièrement, dans une approche multiniveau renouvelée, puis deuxièmement, sur le territoire. Donc, commençons par justement cette lecture qu'on avait de l'approche de Benoît Lévesque et de toutes les autres personnes là, qui ont participé aux crises. On trouve que c'est une approche très riche qui nous permet de penser justement là, depuis la perspective régulationniste, comment le capitalisme se modifie et comment les innovations sociales doivent être comprises en fonction de ces régimes d'accumulation. Toutefois, le défi qui nous intéresse, c'est la transition. La transition, pas d'un régime d'accumulation à un autre, mais d'une transition systémique. Et pas seulement du capitalisme, mais de tous les autres rapports de pouvoir. Là, on peut parler du patriarcat, on peut parler du colonialisme, on peut parler d'une série d'autres enjeux majeurs. Comment on passe d'un système à l'autre? Donc là, on a besoin d'un appareil théorique beaucoup plus puissant qui n'est pas restreint au débat intrasystémique. Et c'est là que, justement, Polanyi nous amène une proposition extrêmement intéressante, où on pense l'histoire dans des grands mouvements. Plutôt que des ruptures, ce sont des grands mouvements, avec des mouvements sociaux qui poussent des transformations systémiques, mais qui en viennent ultimement à changer la nature du système. On en vient à passer du féodalisme au capitalisme. Aujourd'hui, si on prend la lecture que fait Nancy Fraser de Polanyi en ajoutant l'émancipation, donc en parlant d'un triple mouvement de marchandisation, de protection sociale et d'émancipation. Là, ici, j'assume que vous connaissez bien ces débats-là si vous avez choisi de venir à notre atelier. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'innovation sociale? Le cœur de la proposition de l'innovation sociale émancipatrice, ce serait de penser l'innovation sociale non pas en termes d'impact social, mais plutôt autour d'une notion. On utilise l'expression effet social pour se distancier de cette approche qui veut quantifier l'impact social ou qui veut qualifier l'ampleur de l'impact. On veut plutôt comprendre ici quelle est la nature des changements structuraux qu'on apporte à la société lorsqu'on crée une innovation sociale et qu'on l'étend. Et là, on peut déjà segmenter cet effet-là en fonction de favoriser la marchandisation de la société, la protection sociale ou l'émancipation vis-à-vis plusieurs systèmes d'oppression. Ça s'articule dans une théorie multiniveau de l'émancipation sociale émancipatrice
en disant d'abord que le contexte d'une innovation sociale a cours, ou plutôt se comprend en fonction de l'enchevêtrement de multiples systèmes d'oppression. Encore une fois, capitalisme, patriarcat, colonialisme, racisme, sexisme, etc., etc., s'enchevêtrent d'une façon très particulière à un contexte donné. Et en conséquence, méthodologiquement parlant, quand on veut comprendre une innovation sociale, on doit essayer d'interpréter les symptômes de cet enchevêtrement spécifique-là dans un contexte donné, afin de comprendre dans quel rapport de pouvoir s'inscrit cette innovation sociale-là. Donc ça, c'est le contexte macro-social. Donc ça change vraiment de l'approche régulationniste. Mais si on transpose cette approche-là au niveau micro-social, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, les organisations d'innovation sociale, lorsqu'elles cherchent à mobiliser des ressources, à acquérir des ressources, elles vont tenter d'aller puiser dans les trois mouvements. Certaines se concentrent dans une, d'autres vont aller puiser dans différents mouvements en même temps. Donc, on ne parle plus d'hybridation des ressources seulement en termes de non monétaires, non marchandes ou marchandes, mais plutôt marchandisantes, de protection sociale ou d'émancipation. Qualitativement, on vient de faire un bond ici. Comment ça fonctionne? Ça joue ici au niveau de tension qu'on appelle paradoxe. Donc, à partir du moment qu'une organisation tente de surfer différentes différents mouvements du triptyque, il se trouve à être très difficile de réconcilier ça pour les praticiens et praticiennes au niveau éthique. On va y revenir, mais aller chercher des ressources de la marchandisation quand on est impliqué dans une lutte contre le classisme, contre la pauvreté, ben, on se trouve à être dans un paradoxe. Les praticiens et praticiennes vivent ça au quotidien. Comment on fait pour le théoriser? Là, ce qui est intéressant, avant d'aller là, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait avec ces ressources-là. Et ça, c'est le méso, donc le niveau mésosocial, c'est-à-dire les stratégies des organisations lorsqu'elles déploient les ressources qu'elles réussissent à accumuler sous la forme d'un impact structurel, d'un effet social, jusqu'à temps d'être capable peut-être de changer les règles du jeu dans leur territoire. Nous y reviendrons ultimement. Mais bon, c'est une structure assez classique là, du contexte macro-systémique, enchevêtrement, micro-économique ou micro-social, où on tente d'acquérir des ressources, et le méso, qui est le champ des stratégies entre le statu quo et les acteurs qui mobilisent des ressources pour le perturber. Si on tente de comprendre l'effet social en fonction de ces paradoxes, ce que j'aimerais vous proposer ici, c'est évidemment de lire le texte, mais j'aimerais vous donner un exemple tout de même, un ou deux exemples du genre d'effet paradoxal qu'on peut retrouver. Si vous regardez dans le cadran, ici dans la case en haut à droite, si disons on se retrouve avec une organisation qui est essentiellement émancipatrice, comme une coopérative de femmes marginalisées qui lutte contre le profilage racial de leurs enfants, mais qui mobilise diverses stratégies marchandes pour se financer. Donc la vente d'objets, etc. Il se trouve à être un paradoxe parce qu'on vise l'émancipation, mais en même temps, on marchandise certaines relations sociales dans notre communauté. Ce qui est intéressant ici, c'est que on vise à mieux comprendre comment ça se met ensemble, tout ça. Comment, quand il y a plein d'organisations qui se coordonnent sur un territoire, ils peuvent en venir à penser des stratégies de mise à l'échelle. Et là, on y reviendra dans le débat, mais c'est l'importation de la pensée de Eric Olin Wright qui nous semble vraiment fondamentale. Eric Olin Wright, là, qui est malheureusement décédé dans son dernier livre, nous propose une synthèse des diverses traditions de mise à l'échelle des stratégies de transition systémique. Donc, il nous parle de rupture, soit de la tradition marxiste ou de la tradition inspirée de l'anarchisme. Il nous parle des interstices, il nous parle des réformes social-démocrates. Et il en vient ultimement à nous dire que le point central où ça achoppe, quand on veut faire une approche graduelle, c'est les blocages institutionnels et systémiques qui peuvent prendre des formes diverses. Mais on peut voir que les lois sont parfois restrictives ou en fait le système de propriété privée
en vient à plomber dans l'aile de pousser les initiatives collectivistes dans les communautés. Ultimement, il nous propose de combiner l'ensemble des luttes ou plutôt des logiques stratégiques qui caractérisent ces traditions de lutte afin de penser une action à différents niveaux sur les systèmes. En bref, ce qu'il nous dit, c'est que l'approche la plus adaptée aux économies capitalistes avancées, c'est une approche où on doit créer des interstices, des initiatives, des bulles qui se veulent distinctes du système dominant. Vous le voyez sur la courbe ici, et de les multiplier jusqu'à rencontrer des blocages institutionnels ou systémiques. Et là, il faut s'organiser. Vous voyez le petit rond, c'est un moment où on doit briser ce blocage-là pour pouvoir continuer à réformer la société. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'au niveau territorial, je vais conclure là-dessus, l'innovation sociale émancipatrice, ce qu'elle dit, c'est qu'on doit se coordonner et se concerter entre organisations pour pouvoir puiser des ressources dans les trois principaux mouvements que nous propose Fraser. Et avec cette compréhension-là, avec cette multiplicité d'hybridation de ressources, se coordonner pour faire sauter des blocages qui représentent un nœud de l'enchevêtrement des systèmes d'oppression tels que vécus, tels que mélangés, enchevêtrés, chevauchés dans un contexte donné, dans un territoire donné. Et ce fonctionnement par étapes-là, par mobilisation d'effets sociaux croisés, par ces stratégies-là, nous permet de penser la rupture, nous permet de penser la transition socio-écologique pour une région entière et par la suite à des plus hauts niveaux. Mais je laisse la place ici, j'ai déjà passé un petit peu mon temps à la discussion pour qu'on aille un peu plus en profondeur sur le potentiel de l'approche néo-polanyienne pour penser la transition socio-écologique. Merci beaucoup.